Euh, Bonjour tout le monde. Déjà, merci Stéphane de m'avoir invité. Merci à vous de vous être levé aussitôt. Bon, visiblement, vous aviez quand même cours, donc vous n'avez pas le choix. Mais quand même, voilà. J'espère que vous êtes bien réveillés. Moi, moyennement, pour tout vous dire. Je vais vous parler aujourd'hui neutralité, centralisation d'Internet, un peu de technique, un peu des enjeux. C'est voilà, une petite conférence d'introduction. Je pars du principe que les gens qui sont devant moi ne sont pas forcément au fait de comment ça marche Internet, de tous les enjeux, etc. Donc peut-être que je me trompe, et à ce moment-là, vous m'interromprez, je l'espère, pour approfondir très vite, pour passer à des choses précises, etc. Donc n'hésitez pas à me couper, à lever la main, à lever la main, et si vous avez des questions, des remarques, elles sont les bienvenues. J'ai pas envie que ce soit un cours magistral, etc. Je préfère que ce soit un débat et qu'on puisse discuter. Sur la slide qui ne s'affiche pas derrière moi, donc il y a le titre, il y a mon pseudo sur internet qui est Taziden. Je suis un militant logiciel et internet libre. Au début, je suis venu à tout ça par le logiciel libre et je me suis intéressé à, au-delà des logiciels que j'utilisais, à comment fonctionne Internet. Je venais de découvrir qu'on pouvait construire soi-même ses propres logiciels, modifier ce qu'on utilise, qu'on pouvait se les réapproprier, se les prêter, etc. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire à peu près la même chose avec Internet, c'est-à-dire qu'on pouvait construire son propre bout d'Internet, comme le fait ici à Compiègne l'association Rhizome. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Rhizome dans la salle? Voilà. Alors soit vous dormez tous, soit tout le monde connaît, et c'est formidable. Du coup, voilà, on a monté une association en Corrèze qui s'appelle Illico, pour Internet libre en Corrèze. C'est là d'où je viens. Et donc, du coup, c'est comme Rhizome, un fournisseur d'accès Internet associatif. Ah, c'est chouette, il y a les slides. Donc ça, on l'a monté en 2010 et ça marche toujours et ça marche bien. Je suis également membre de la Quadrature du Net. J'en suis bénévole depuis 2008, depuis une loi dont vous avez certainement entendu parler qui s'appelle Hadopi. Et la Quadrature du Net, qui ne connaît pas la Quadrature du Net ici? Waouh! Ah, je suis impressionné. C'est comme hier, les gens connaissent Rhizome, mais ils ne connaissent pas la Quadrature. Alors la Quadrature du Net, c'est une organisation de défense des libertés sur Internet, dans la sphère numérique, donc qui existe depuis 2008, ça va faire bientôt 10 ans du coup, et qui du coup s'est mobilisé contre des lois comme Hadopi, contre la loi renseignement il y a quelques années, contre tout un tas de dispositions légales qui ne sont pas forcément claires pour le commun des mortels, pour vous comme pour moi. Et notamment, au sein de la Quadrature, il y a des juristes qui vont aller analyser la loi, essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce truc très compliqué, ce jargon, quels sont les tenants et aboutissants concrets, les conséquences sur notre vie de tous les jours, sur les usages qu'on peut avoir d'Internet, de nos téléphones portables, de tout ça. Et du coup, après avoir fait cette analyse-là, cherche à, comme on dit en anglais, raise awareness, vous faire prendre conscience de ce que ça signifie, des dangers, etc., pour ensuite lutter contre, ou modifier les lois, ou faire en sorte qu'elles ne soient pas votées, etc. Voilà pour ça. Donc dans le titre de la conférence, il y a neutralité. Alors moi, je ne vais pas parler de neutralité politique, de neutralité... la neutralité dont je vais parler, c'est la neutralité d'Internet. C'est un concept bien précis et qui vraiment est souvent mal compris, souvent compliqué à appréhender parce que ce n'est pas une notion qui se définit positivement. On ne peut pas dire la neutralité du net, c'est ça. En général, on le définit en négatif. On dit la neutralité du net, c'est ne pas faire ça, c'est ne pas. Oups, là. La neutralité du net, c'est ne pas renverser la bouteille. Et dans le titre également, il y a la centralisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire centralisation quand on parle d'Internet? De la même manière, je vais vous en parler un petit peu dans l'heure qui suit.
Donc de quoi on parle? Au final, on parle d'Internet dans tout ça. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui savent comment marche Internet? Alors, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Ouais, quand même, attends, je sais comment marche Internet. Moi, je parle pas de la box, je parle vraiment de comment ça fonctionne au niveau du réseau, au niveau de... Une fois que vous avez branché votre box à la maison, ou vous avez mis votre petite antenne Rhizome sur votre balcon, qu'est-ce qui se passe après? Comment vous arrivez à consulter des sites qui sont à l'autre bout de la planète, au Japon, en Nouvelle-Zélande? Comment vos communications arrivent à se faire à l'échelle planétaire? Donc ça, c'est un truc qui est généralement pas très connu. Internet, on dit souvent, c'est le réseau des réseaux, quoi. C'est le réseau le plus important que l'humanité ait jamais construit pour communiquer. Et c'est, en plus d'être le réseau des réseaux, c'est un réseau de réseaux. Donc c'est des réseaux autonomes, isolés, des morceaux de réseau, comme Rhizome est un bout de réseau d'Internet. Comme Illico, mon associé en Corrèze, est un bout du réseau autonome d'Internet. Il y en a 60 000 à peu près de ces réseaux autonomes qui sont interconnectés entre eux. On imagine bien que ces 60 000 réseaux, ils ne peuvent pas tous tirer un câble entre eux, ils ne peuvent pas tous être directement reliés. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Au final, il y a quand même une infrastructure physique, il faut quand même se relier physiquement pour pouvoir échanger des données. Donc comme ils ne peuvent pas tous se relier entre eux, ils ont plusieurs manières de se parler, et ils ont un protocole commun pour finalement s'annoncer ce qu'on appelle des routes. Chaque réseau gère un ensemble d'adresses IP, un ensemble de routes. C'est comme une ville. Dans une ville, il y a la rue Jean Jaurès, la rue Victor Hugo, le boulevard je sais pas quoi. Dans une autre ville, il va y avoir les mêmes choses. Et du coup, il faut bien des panneaux pour arriver à se repérer dans la ville, puis après se repérer sur les départementales, les nationales, les autoroutes. Bon, décidément, je vais l'enlever. Pour aller d'un bout à l'autre de la France, par exemple, ou de l'Europe. Et du coup, c'est un protocole qui fait que ces réseaux autonomes viennent se dire ben, moi, je sais joindre tel endroit en passant par tel endroit, ou alors c'est directement chez moi. Par exemple, chez Rhizome, ils vont dire tel bloc d'adresses IP, toutes ces adresses IP, en fait, c'est chez nous, c'est des adresses de nos abonnés, des étudiants de l'UTC qui sont raccordés à Internet par nous. Et du coup, le reste d'Internet va savoir que pour joindre les abonnés de Rhizome, il va falloir passer par tel chemin. Et tous ces réseaux, en gros, ont ce qu'on appelle en bordure de leur réseau. Donc il faut imaginer ça comme des bulles, quelque part. Donc autour de ces bulles, il y a ce qu'on appelle des routeurs, dont le métier est justement de faire passer les trafics d'un réseau à l'autre. Et du coup, ils ont une espèce de protocole, enfin, c'est pas un espèce, c'est un protocole qui leur permet de s'interconnecter entre eux, qui leur permet de, malgré le fait que ce soit du matériel différent, des logiciels différents, des organisations différentes, Rhizome est une association, les opérateurs dans ces réseaux autonomes, ça peut être des entreprises, ça peut être des organismes publics, ça peut être tout un tas de choses. Internet s'en moque, le protocole il est le même, et c'est un protocole qui permet justement de se dire moi je sais joindre tel endroit par tel endroit, et à chaque moment, en fait, tous les routeurs qui font fonctionner Internet ont une espèce de carte de leur environnement et savent à tout moment quel est le moyen le plus efficace de joindre tel ou tel autre endroit. Ça va, c'est clair pour tout le monde ou c'est un peu confus? Bon, on verra s'il y a des questions. Donc du coup, pour s'interconnecter, ça va peut-être vous aider un petit peu. Il y a plusieurs manières de faire. Je vais en parler de deux principalement, le peering et le transit. Un réseau, généralement, il n'est pas tout seul, parce que s'il est tout seul, il ne peut pas se connecter autour de lui. Donc forcément, un réseau cherche à se coller à d'autres réseaux. Faut imaginer ça comme un gros patchwork, vous savez, les pièces de tissu avec plein de pièces de tissu collées entre elles.
c'est la même chose. Le peering, c'est le fait que deux réseaux sont présents au même endroit, et donc du coup, ils vont s'échanger directement, localement, leur trafic, quoi. Ils vont directement se dire ah ben attends, tu cherches à joindre tel site, ben moi je sais le joindre directement, c'est chez moi. Donc ça c'est pratique quand on est dans des grandes villes comme Paris, il y a plein de réseaux et du coup il y a moyen de s'interconnecter sur ce qu'on appelle des points de peering ou des points d'échange internet. IXP c'est Internet Exchange Point. Il y a moyen de se raccorder comme ça à tous ces réseaux présents localement à Paris. Ce qui permet par exemple à des associations comme Illico, alors nous on n'est pas à Paris, on est plutôt du côté de Grenoble et Lyon, de s'interconnecter directement avec Google ou avec d'autres opérateurs. Parce que Google est présent localement à ces endroits-là et que du coup on peut directement se brancher avec eux. Par contre, on se rend bien compte que les 60 000 réseaux ne peuvent pas tous être présents partout, tout le temps, au même endroit. C'est pas possible. Notre petit asso en Corrèze ou Rhizome ne peuvent pas être présents très très loin. Enfin, ça demande de la maintenance, du réseau, de l'argent, etc. Donc, du coup, forcément, on doit avoir des opérateurs qui sont présents à beaucoup plus d'endroits et qui permettent d'acheminer le trafic à distance. Ce qu'on appelle les opérateurs de transit. Je prends un exemple, un abonné de mon association en Corrèze qui voudrait consulter un site au Japon, ça va forcément passer par un, voire plusieurs opérateurs de transit qui vont transporter sa communication, le fait qu'il veut consulter le site, de son ordinateur en Corrèze jusqu'au Japon, et puis le chemin retour qui n'est pas forcément le même d'ailleurs, ça peut passer par un autre chemin. Et du coup, le rôle de ces opérateurs-là, il est uniquement d'interconnecter des réseaux entre eux sur des distances très grandes. Et donc, certainement, vous ne connaissez pas leur nom, mais ça s'appelle Level 3, Tata. C'est d'ailleurs les mêmes gens qui font... c'est une grosse entreprise indienne qui fabrique des voitures, qui fabrique plein de choses, et qui fait aussi du transit Internet. Donc voilà, c'est les deux types on va dire, d'interconnexion que des réseaux peuvent avoir sur Internet. Soit on arrive à se retrouver présent au même endroit, et à ce moment-là, c'est simple, on tire un câble entre nos machines et on arrive à se parler directement. Soit c'est pas possible, et là, du coup, on a recours à d'autres opérateurs auxquels on va se relier aussi, et qui vont nous permettre de nous relier à d'autres réseaux. C'est clair pour tout le monde ? Ouais, je vois des têtes qui... Il y a un projet sympa que j'ai découvert il y a 15 jours, qui est réalisé par une étudiante dans une école d'art. C'est son projet de fin d'études. Il s'appelle Internet Atlas, Critical Internet Atlas. Vous avez l'adresse ici, je vous invite à aller voir, c'est vraiment fascinant. Elle a tenté de représenter visuellement, pas simplement l'infrastructure que je viens de vous décrire, mais aussi les usages et tout plein de phénomènes d'Internet via pas seulement des cartes, mais tout un tas de représentations visuelles, avec une petite explication à côté à chaque fois. Donc ça, c'est une des cartes qu'on peut voir sur son site. C'est pas une carte exhaustive, c'est pas une carte complète, mais c'est pour vous montrer les espèces de cheminements, les espèces de formes qu'on pourrait utiliser pour décrire comment est fait Internet. Donc on voit bien, il y a des endroits où des petits opérateurs arrivent à se connecter localement, et puis après, pour aller sur des plus grandes distances, on est obligé de passer par plusieurs points successifs, etc. Ça là, je l'aime beaucoup. Ça se rapproche de ce que je disais juste avant, c'est que donc, tous ces réseaux, ils sont complètement différents. Il y a vraiment des très gros réseaux. Il y a des réseaux qui finalement n'ont pas de clients qui sont c'est pas vous et moi leurs clients c'est des entreprises. Donc il y a vraiment des réseaux hétérogènes qui ont des formes, des natures différentes. Ça peut être des associations, des entreprises, des organismes publics, parfois des associations qui ne sont pas déclarées, parfois plein de choses. Donc c'est des réseaux qui ont des formes, des tailles, des allures différentes, mais qui pour autant
définie par le fait qu'ils arrivent à s'interconnecter entre eux, ils parlent un langage commun, de sorte qu'ils peuvent tous communiquer. Donc maintenant que j'ai présenté un peu comment fonctionne Internet, ça va, il n'y a personne qui est largué, je vous ai fait un truc très court, c'est pas du tout précis ou exhaustif, c'est juste pour vous donner une sorte de vision de tous ces réseaux interconnectés entre eux. Je vais pouvoir vous parler de neutralité. Le principe de neutralité d'Internet, c'est un principe qui en gros a toujours existé dans la manière dont les réseaux se sont construits, dans la manière dont tous ces réseaux se sont développés au fil des années. Mais pour autant, ce principe-là, cette notion-là, elle n'était pas énoncée avec un terme, il n'y avait pas de mots pour désigner ça. La norme, c'était juste que ces réseaux s'interconnectaient entre eux et faisaient en sorte que ça marche. Point barre. Sans se poser de questions de est-ce que ça va plus vite, moins vite, est-ce que tel endroit doit être accessible ou pas, etc. Non, l'idée, c'était vraiment de s'interconnecter, que tous les réseaux soient joignables de partout où l'on soit, et de faire en sorte que, tout simplement, ça marche. Aujourd'hui, en fait, le principe de neutralité d'Internet, il est apparu parce qu'il commençait à être remis en cause. C'est-à-dire que ce principe inhérent que les gens qui faisaient du réseau avaient dans un coin de leur tête, ce principe de ne pas faire de discrimination dans la manière dont les tuyaux d'Internet fonctionnent, a commencé à être remis en cause. Et étant remis en cause, il a bien fallu définir qu'est-ce qui était remis en cause. D'où l'apparition du terme de neutralité d'Internet. Donc il y a un principe de non-discrimination qui dit qu'en gros, les opérateurs qui font Internet, tous ces réseaux autonomes dont je vous ai parlé, ne doivent pas faire de discrimination, ne doivent pas traiter les données qu'ils transportent de manière différente en fonction de là d'où ça vient, où ça va et de qu'est-ce qui est transporté. Un peu comme la Poste, quand elle transporte vos lettres d'amour ou la lettre des impôts, elle va les transporter pareil. Elle ne va pas faire aller les impôts plus vite que votre carte postale ou vos lettres d'amour en fonction de si vous avez dit bisous mamie à la fin de la carte postale ou pas. Vous voyez un peu l'idée ? Derrière cette question de neutralité d'Internet, il y a des enjeux divers, et je vais en citer deux principaux pour aller très vite. Il y a des enjeux économiques. Pourquoi il y a des atteintes sur la neutralité d'Internet ? Un des leviers basiques pour expliquer pourquoi des opérateurs voudraient mettre fin à cette neutralité, c'est qu'ils y voient une manière d'optimiser, d'augmenter leurs profits. On vit dans une société capitaliste, et du coup, les opérateurs veulent tirer le maximum de profit de leur réseau, et pour une bonne partie de ces opérateurs, ils viennent du monde du téléphone. Et dans le monde du téléphone, ils sont habitués à faire un peu ce qu'ils veulent, à gérer leur réseau de manière très, on va dire de manière très autoritaire. Enfin, c'est pas le terme que j'ai en tête, mais de pouvoir faire de la discrimination, faire un peu ce qu'ils veulent. Et du coup, se retrouver dans un monde où en fait, on peut pas. On leur dit, non, les réseaux, ils doivent juste s'interconnecter entre eux, être bêtes et méchants, et l'intelligence, la pertinence, elle n'est pas dans le réseau, elle est tout autour, chez vous, sur vos ordinateurs. C'est pas les opérateurs qui font Internet, tous ces réseaux interconnectés entre eux qui sont intéressants, c'est tout ce qui est connecté via ces réseaux, tout ce qui peut transiter. Et du coup, ils se sont dit, attendez, là quand même, il y a l'émergence d'acteurs importants qui consomment beaucoup de bandes passantes, comme YouTube, Netflix, et ils ont le réflexe de se dire, attendez, ces gens-là, ils utilisent une énorme partie de nos réseaux, il n'y a pas de raison qu'on ne les fasse pas payer pour ça, quoi. Avec cette espèce de fausse idée que Google, Netflix ne payerait pas pour la bande passante. Google, Netflix, c'est comme pour vous, ils ont
un fournisseur d'accès à Internet ou sont leurs propres fournisseurs d'accès à Internet. Ils dépensent de l'argent pour être présents dans plein d'endroits sur le globe. Ils essayent de s'interconnecter au maximum localement, ce que j'ai appelé avant le peering, parce que c'est gratuit généralement. Du coup, on se branche directement et ça coûte rien. Et pour des opérateurs qui sont habitués à gérer l'infrastructure de tout un pays, c'est quelque chose qui les choque, quoi. Ils ont envie d'être payés à la fois par les abonnés à Internet et à la fois par les sites qui génèrent beaucoup de trafic. Et alors là, je viens de dire un truc qui est faux. J'ai dit les sites qui génèrent beaucoup de trafic. Ça, c'est leur discours. Mais en fait, c'est pas YouTube et Netflix qui génèrent du trafic. C'est vous. Quand vous allez sur YouTube, quand vous allez sur Netflix, c'est vous qui sollicitez du contenu, qui sollicitez des films, des choses qui vont consommer de la bande passante. Mais c'est vous qui le faites, c'est pas YouTube, c'est pas Netflix. Et petite pause. Donc du coup, ça c'est vraiment l'enjeu économique, c'est de se dire, c'est une partie de l'enjeu économique, c'est la motivation de mettre fin à la neutralité du net, c'est ça, une des principales motivations, c'est ça, c'est de se dire, il faut qu'on gagne plus d'argent et du coup, en faisant payer spécifiquement YouTube pour que ça aille vite pour mes abonnés, ça me permettra d'augmenter mes profits. Un autre enjeu économique, il réside dans le fait que cette neutralité d'Internet, ce principe inhérent qui était là depuis les débuts, c'est ce qui a permis à Internet de grossir, de grandir, de devenir le réseau planétaire qu'on connaît. Parce que n'importe qui pouvait, comme Rhizome l'a fait, comme Illico l'a fait, comme d'autres l'ont fait, de monter des réseaux, de monter des fournisseurs d'accès à Internet, de monter des fournisseurs de services, et de pouvoir rentrer sur ce réseau-là, s'interconnecter sur ce réseau-là et fournir des services à l'échelle de la planète, en termes d'économie, c'est formidable. Il n'y a pas de barrière à l'entrée, quoi. La barrière à l'entrée est très faible. Vous décidez de fournir un service, je sais pas, de développer une app, un truc, vous pouvez le faire, quoi. Il n'y a pas de permission à demander ou à payer très cher pour rentrer sur le réseau. Pareil, ces gros opérateurs-là, ça les embête, quoi. Ils aimeraient bien que ça soit un truc beaucoup plus fermé, beaucoup plus simple, et puis qu'ils maîtrisent les tuyaux un petit peu plus, quoi. Donc il y a un enjeu de développement économique aussi là-dessus, c'est-à-dire que si on se met à faire de la discrimination sur le réseau, à restreindre la capacité de nouveaux acteurs d'arriver et de participer à cet écosystème d'Internet, au niveau économique, c'est mauvais. Et après, il y a des enjeux de liberté. C'est-à-dire que quand on commence à dire « Ok, tel site va être accessible ou pas, celui-là va être plus lent, etc. », ça ouvre la porte à plein de problèmes. D'une part, un problème de liberté d'accès à l'information. On peut très bien imaginer qu'un opérateur décide que pour accéder à Wikipédia, il faut payer plus. Donc là, on voit bien le problème, c'est qu'il y a un accès à la connaissance qui est réduit, ou voire un opérateur pourrait décider de ne plus donner accès à Wikipédia. Donc là, c'est même pas réduit, c'est juste l'accès à la connaissance, il est fortement contraint. Et c'est pas seulement Wikipédia, ça peut être n'importe quel site. On imagine bien que ça pose des problèmes en termes de liberté, non seulement d'accès à l'information, mais aussi de liberté d'expression. Vous décidez de monter un journal, ou vous décidez de, je sais pas s'il y a des syndicats étudiants à l'UTC, mais un opérateur décide que le syndicat étudiant, on sait jamais, mais je pense que ça n'arrivera pas, mais on pourrait imaginer si Rhizome décide que le site du syndicat étudiant de l'UTC ne doit pas être accessible, c'est une question de liberté d'expression, une question d'accès à l'information, c'est grave, et c'est une infraction, une violation de ce principe de neutralité d'Internet. Ça va, c'est clair pour tout le monde? C'est bon, vous dormez pas encore? Cool. Donc voilà, il y a le danger d'avoir un Internet à 2 vitesses. Alors quand je dis 2 vitesses, ça peut être beaucoup plus. J'ai pas fait de diapo pour ça, mais
Ça arrive de manière sournoise, ce genre d'atteinte. Par exemple, il y a dans pas mal de pays africains et même en France ou au Portugal, il y a des offres, je crois que je l'ai mis plus tard, ce qu'on appelle du zéro rating, où en gros on dit votre abonnement, votre forfait mobile, il vous permet d'accéder à Internet gratuitement. Enfin, Internet, petit astérisque, égale Facebook. Donc du coup, on a accès uniquement à Facebook, et si on veut avoir accès à autre chose, il faut payer plus. Donc ce type d'offre, donc c'est un nom, ça s'appelle du zéro rating, et c'est typiquement une atteinte à la neutralité d'Internet. C'est-à-dire que l'opérateur dit ça vous y avez accès, mais pas à ça. Ce qui apparaît aussi dans ce que je vous ai décrit, là, de ce débat économique de ces gros opérateurs, YouTube, etc., Netflix, qui deviennent très importants, ils consomment beaucoup de bandes passantes parce qu'ils deviennent très importants. Aujourd'hui, Google, Amazon, Facebook sont partout. Ils sont sur vos téléphones mobiles, ils sont sur tous les sites que vous visitez. En fait, il y a des petits trackers Facebook, des petits trackers Google, pour plein de raisons. Pour permettre aux gens qui font le site de faire des stats sur leur site, il y a Google Analytics, il y a des petits boutons like sur des pages de journaux pour que vous puissiez dire ouais, cet article il est vachement bien, je vais le partager sur Facebook. Le problème que ça a, c'est que du coup Facebook, Google sont au courant que vous êtes en train de consulter cette page web, ils sont au courant de ce que vous faites, de combien de temps vous passez à lire tel article ou pas, etc. Et ça serait pas tant un problème si ces acteurs-là n'étaient pas devenus centraux. Aujourd'hui, en gros, les mobiles, c'est soit vous choisissez du Apple, soit vous choisissez du Android. Et sur vos téléphones Android, c'est du Google du sol au plafond. Et en fait, je pense que vous vous en rendez pas compte. Moi, je ne m'en rendais pas compte jusqu'à il y a quelques jours. Google, c'est exactement tout sur ce que vous faites sur votre mobile. Quand vous avez un Android. Il sait que vous avez lancé telle application pendant tant de temps, il sait que vous êtes passé par tel endroit, on peut reconstituer tous vos déplacements si vous avez le GPS d'activer, et même je crois que sans le GPS, il y a moyen via les cellules GSM. Donc ça pose plein de problèmes, et il y a une centralisation au niveau des usages, c'est-à-dire que des acteurs d'Internet qui au départ étaient juste des petits réseaux qui ont grossi, sont devenus centraux, sont devenus omniprésents. Quand on veut chercher quelque chose sur Internet, on passe par le moteur de recherche de Google. Enfin, je suppose que la plupart d'entre vous utilisent le moteur de recherche de Google. Donc il y a un vrai problème de centralisation des usages qui vient déformer Internet, qui vient déformer la manière dont ce réseau hétérogène fonctionne. Et on voit l'apparition d'un espèce de Minitel 2.0. Alors là, vous êtes toutes et tous très jeunes, mais le Minitel, ça doit quand même vous évoquer un truc. Le Minitel, du coup, c'est les gens disent un ancêtre d'Internet, mais c'est pas le cas, parce que c'est un réseau assez fondamentalement différent, où ce qu'on avait à la maison, c'était une boîte bête, vraiment bête, qui ne savait rien faire que d'afficher du contenu qui est distant. Là où votre ordinateur connecté à Internet, lui, il a une vraie intelligence. Il sait proposer des services. Il pourrait être un serveur raccordé à Internet. Dans le Minitel, on allait consulter des informations qui étaient dans le réseau. Dans le cas d'Internet, c'est pas du tout ça. On ne va pas consulter des informations qui sont dans le réseau. On vient se connecter à d'autres ordinateurs, d'autres terminaux qui sont comme nous en périphérie du réseau. On est, dans le cas d'Internet, dans un réseau qui n'a pas de centre, qui est acentré, décentralisé. Et dans le cas du Minitel, c'est un réseau qui est complètement centré, dans lequel on va aller chercher des ressources à un endroit, et de notre côté, c'est bête et méchant, quoi. Google, Amazon, Facebook, Microsoft sont, le terme GAFAM, sont des espèces de Minitel 2.0. Sont des
réseaux des opérateurs, des sociétés qui tendent à centraliser et à capter l'information, à la garder pour eux, et à faire que vous êtes juste là pour les consulter. Et ça vous retire toute capacité à vous exprimer, toute capacité à être libre de proposer des services tels que bon vous semble sur Internet. Ces géants-là, comment ils sont devenus si gros, si puissants? Aujourd'hui, c'est quand on regarde les 10 plus grosses capitalisations boursières, on retrouve, avant c'était des compagnies pétrolières et des fabricants de voitures. Aujourd'hui, les plus grosses capitalisations boursières, c'est plus du pétrole, c'est des gens comme Google, Facebook, Amazon, dont le cœur de business, c'est vos données. C'est ce que vous faites, ce que vous dites, à quel moment vous parlez, à quel moment vous levez, quels sont vos usages, vos déplacements. Tout ça est analysé, traité, revendu à des publicitaires pour vous proposer des publicités plus précises, plus ciblées, qui parfois font dire à des gens mais moi c'est super d'avoir des publicités qui soient plus adaptées à mon besoin. Justement, je pensais m'acheter des nouvelles chaussures et là, paf, j'ai une publicité pour des chaussures, c'est génial. J'en parlais hier par mail sur Gmail à mon pote que je voulais m'acheter des nouvelles chaussures et là, paf, en plus la marque dont je lui avais parlé dans le mail, j'ai une publicité avec une réduction, c'est formidable. Je sais pas pour vous, moi c'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre. J'ai pas envie que mes discussions privées, que mes faits et gestes soient analysés pour qu'on puisse me vendre un produit comme ça. Et du coup, tout ce marché des données, de traitement de vos données personnelles, et de l'analyse de toutes les données qui sont produites par vos interactions dans le monde numérique. Il y a un besoin de le réguler. En France, il y avait, pour tout ce qui est des fichiers et de données personnelles, il y a la loi de 78, la loi informatique et liberté. Donc, vous connaissez peut-être le nom de la CNIL, la commission qui est censée, en gros, faire que l'État, que les entreprises ne font pas n'importe quoi avec vos données personnelles. Au niveau européen, il y avait également un ensemble de CNIL européennes qui s'était constitué, qui s'appelait le G29. Et maintenant, il y a un règlement européen qui est venu harmoniser toutes les réglementations nationales, toutes les lois nationales sur la protection des données personnelles. Et ça s'appelle le RGPD en français, Règlement général pour les données personnelles. Et en anglais, ça s'appelle le GDPR. Vous trouverez les deux acronymes. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis l'acronyme anglais, mais... Et donc, du coup, ce règlement, il vient un peu contrecarrer tout ce truc-là, un peu contrecarrer, un peu accompagner. C'est ça qui est un peu perturbant, c'est que d'un côté, ça permet à plein de gens qui manipulent des données personnelles de se poser la question de moi en tant que fournisseur de services, je collecte pas mal d'informations, qu'est-ce que j'en fais, est-ce qu'elles sont sécurisées? Dans le passé, dans l'histoire récente, on a vu plein de leaks de données personnelles, de cartes bleues, tout plein d'informations qui sont sorties de plateformes comme ça qui traitaient d'énormes volumes de données personnelles. Cette réglementation européenne, ça les amène, tous ces gens-là qui manipulent vos données, à se poser la question de la sécurité, de la manière dont ces données sont protégées pour qu'elles ne soient pas accessibles à n'importe qui, à faire en sorte qu'elles soient gardées uniquement le temps pour lequel ils en ont besoin, etc. etc. Donc ça, c'est un truc important sur lequel on pourra revenir si vous avez des questions dessus. Ce règlement général, il a été l'objet de la plus féroce campagne de lobbying qu'ait connue le Parlement européen. Au Parlement européen, ils n'ont jamais eu autant de lobbyistes, de firmes américaines, ou pas américaines d'ailleurs, qui sont venus essayer d'influencer les parlementaires qui ont élaboré ce règlement pour faire en sorte que ce truc soit moins protecteur pour notre vie privée et soit le plus
inoffensif pour le business des sociétés qui font commerce de nos données personnelles. Donc c'est pour vous dire, c'est pas les trucs sur le pétrole, c'est pas les trucs sur ça aujourd'hui qui font l'objet d'un lobbying, du lobbying le plus intense, c'est vraiment vos données personnelles. Et donc ce règlement, il a été, si je dis pas de bêtises, voté en 2015 et il va entrer en vigueur, il va entrer en application le 25 mai. À partir du 25 mai, toutes les sociétés et toutes les sociétés européennes et même les sociétés étrangères qui auront des clients européens devront se conformer à ce règlement qui prévoit plein de choses. C'est vraiment un espèce de gros truc dont je ne peux pas vous détailler tout le contenu parce que moi-même je ne le connais pas. Voilà. J'ai aussi eu des questions, parce que Stéphane avait préparé un petit pad pour que vous puissiez me poser des questions et qu'on voit les sujets que je pourrais aborder. Il y avait des questions sur les réformes aux États-Unis, sur la neutralité du net et aussi le Cloud Act. Je vais commencer par la neutralité du net. En fait, vous avez peut-être entendu parler que c'était la fin de la neutralité du net parce qu'aux États-Unis, Trump avait décidé que c'était terminé. Ce qui s'est passé, c'est que Trump a nommé un nouveau président à la FCC, qui est la commission en charge des télécommunications aux États-Unis, avec le mandat de, effectivement, mettre fin à la neutralité du net, qui avait été mis en place par ce même FCC, cette même autorité de régulation des télécoms, en 2015, sous l'influence d'Obama, et sous la pression aussi des citoyens qui réclamaient que ça soit enfin fixé comme règle générale de protéger la neutralité d'Internet. Et donc Trump est revenu là-dessus. Et donc du coup, en fait, c'est un peu compliqué, mais on revient du coup à la situation d'avant 2015. Donc c'est pas catastrophique, c'est quand même très grave parce que du coup on revient quand même sur un truc assez essentiel en termes de liberté, au nom du profit justement de certains opérateurs. Donc les gens qui ont voulu mettre fin à ça, c'est des gros opérateurs américains qui s'appellent Comcast, AT&T, Verizon. Tout ça pour pouvoir vendre des forfaits spéciaux Netflix sur leurs abonnements à Internet. Heureusement, il y a des grosses mobilisations aux États-Unis, il y a des gens qui essayent de contrecarrer ça, etc. Donc, pour l'instant, je ne peux pas trop prédire l'avenir. J'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas ce qui va se passer si la pression populaire va faire reculer Trump. J'hésite beaucoup. Peut-être que ça va permettre que ça bouge après Trump, s'il y a un après Trump, on espère. Donc voilà, on verra. C'est très flou pour l'instant, qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'en Europe, la neutralité du net, elle est bien protégée. Elle n'est pas simplement protégée par une autorité de régulation qui a décidé que ça allait être la règle. Elle est protégée du coup par de la législation, par pareil, un règlement européen. Et donc un règlement européen, ça veut dire que ça devient la loi pour tous les États membres de l'Union européenne. Et du coup, revenir là-dessus, ça demanderait vraiment un débat, ça demanderait vraiment beaucoup plus qu'une décision d'un président d'autorité de régulation. Ça demanderait vraiment un recul énorme. Et on pourrait l'anticiper, on pourrait se battre contre, etc. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui laisse penser qu'on pourrait revenir sur ce principe de neutralité du net en Europe. L'autre sujet qui apparaissait dans la question, c'est le Cloud Act. Alors, ça a l'air joli comme ça, la loi des nuages. Ce truc-là est assez moche. Là, on retrouve d'ailleurs les principaux opérateurs, Google, Microsoft, etc., qui ont salué le vote de cette loi, qui en gros est un recul des libertés, au sens où c'est poussé par Trump, c'est passé dans complètement inaperçu, sans aucun débat, sans aucun examen préalable, dans aucune commission, dans aucun truc. Ce truc est passé en loose day, comme disent les jeunes. Et en gros, ça permet
ça permet au service de renseignement américain, toute la communauté du renseignement américain, d'aller piocher d'aller faire des demandes d'accès aux données auprès des opérateurs que sont Google, Facebook, etc. De manière très simplifiée et soi-disant mieux cadrée, mais c'est pas tout à fait le cas, quoi. Donc bon, je vous invite à aller regarder ce que c'est moche. Et pour l'instant, on n'a pas ça en France, même si on a d'autres trucs comme la loi renseignement, etc. Il y a des choses dans l'état d'urgence aussi qui ont été passées qui sont assez inquiétantes, enfin, très inquiétantes même, dont on pourrait parler après si vous voulez. Ouais, je vous ai mis l'exemple pour vous dire qu'en Europe, la neutralité net est mieux protégée. Ça, c'est la pub pour une offre d'accès Internet d'un opérateur mobile portugais qui s'appelle Meo. Et donc, on voit sur cette pub, sur cette offre, c'est super si dans votre forfait, vous avez toutes les applis de messaging à 5 € par mois. Puis si vous voulez aussi avoir accès à des réseaux sociaux, il faut payer 5 € de plus. Puis si vous voulez avoir accès à des plateformes de vidéo, c'est 5 € en plus. Puis la musique, pareil, 5 € en plus. Et puis voilà. Je sais pas ce que ça vous évoque, mais moi, un truc comme ça, j'en veux pas, quoi. Et pour vous dire que la régulation en Europe est plus protectrice, l'ANACOM, qui est l'autorité de régulation des télécoms au Portugal, a sanctionné cet opérateur mobile et elle lui a fait cesser cette offre qui portait atteinte à la neutralité d'Internet. Et aujourd'hui, cette offre n'est plus proposée par cet opérateur. Donc, voilà, c'est notamment ça qui est en jeu, quoi. Donc, j'ai un peu parcouru tout ce que j'avais voulu aborder avec vous. Maintenant, je vais faire la petite page de réclame pour les assos du coin. Donc à l'UTC, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais il y a Picassoft qui est une asso formidable qui fournit des services décentralisés. Du coup, ils ne sont pas chez Google, ils ne sont pas machin, ils sont à l'UTC, ils sont fournis par des membres de l'UTC, par des étudiants, etc. Donc je vous invite à aller voir Picassoft. Et puis, si vous voulez avoir accès à Internet libre, avait fait pareil des étudiants et des étudiantes de Rhizome avec amour, en vous garantissant la neutralité d'Internet, en garantissant qu'eux ne vont pas aller regarder ce que vous faites de votre trafic, contrairement à Orange ou d'autres fournisseurs d'accès Internet. Il y a Rhizome. Voilà, j'en ai fini pour la réclame. Si vous voulez me contacter, il y a ces moyens-là. Et puis, je vous invite à soutenir la Quadrature du Net, du coup, et d'aller regarder ce qu'ils font, parce que visiblement, pas mal de gens ne connaissaient pas. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Julien, de ton exposé de sa brièveté en plus. Donc, il nous laisse maintenant une demi-heure à 1 heure d'échange. J'ai noté, moi, un certain nombre de points sur lesquels on pourrait revenir, mais je vais vous laisser l'initiative. N'ayez pas peur, je ne veux pas vous manger. T'as dit quoi ? Je ne veux pas vous manger. Ouais, il y a une question. Du coup, je voulais savoir, par rapport à la neutralité du net, justement, la neutralité du net, est-ce qu'il ne pourrait pas aussi avoir un problème de l'autre côté, de vouloir être totalement neutre, des problèmes au niveau de la sécurité, notamment en évitant de savoir qui est qui, l'anonymat ou ce genre de choses, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir des problèmes, notamment, je pense, tout ce qui est terroriste, tout ce qui est Internet, plus simplement, tout ce qui est les personnes qui profitent de l'anonymité sur le net pour dire des insultes ou des menaces. Est-ce que neutralité du net, ça ne pourrait pas arriver jusqu'à ce bout-là ? Ouais, alors, en fait, la neutralité d'Internet, c'est juste un principe au niveau des tuyaux. L'anonymat, tout le reste, c'est finalement assez parallèle, quoi. Ça se mélange pas, si tu veux, au sens où c'est pas parce que tu vas avoir un réseau non neutre que tu vas... Enfin, comment dire, tu peux avoir un réseau neutre sur lequel il n'y a pas d'anonymat, tu peux avoir un réseau non neutre sur lequel il y a d'anonymat. Enfin, du coup,
tu peux arriver à aller faire de la police pour lutter contre le terrorisme, etc., sans remettre en cause la neutralité d'Internet. Du coup, tu peux... la neutralité d'Internet, c'est juste le fait qu'on puisse accéder, que le fournisseur d'accès Internet ne vienne pas choisir ce à quoi tu as accès et pourquoi. C'est pas son rôle. Lui, il est là pour te fournir un tuyau. Après, y a plein de questions qui se posent autour de l'anonymat, autour de comment faire un travail de police sur Internet, comment récolter des preuves, comment trouver des adresses IP qui permettent éventuellement peut-être d'identifier des gens indirectement, parce qu'en fait une adresse IP, ça s'emprunte, on va dire, on peut se faire passer pour quelqu'un d'autre parfois, etc. Donc c'est compliqué, mais pour le coup c'est assez distinct pour moi, la neutralité du net et tout le reste. Et tout le reste est très intéressant, et j'en ai parlé notamment hier sur les questions de censure. Ce que moi j'appelle la censure, c'est-à-dire empêcher l'accès à des sites en l'imposant aux fournisseurs d'accès Internet. Là par contre l'empêcher au niveau de la loi. Ça c'est d'autres questions du coup sur lesquelles je peux rentrer en détail plus si vous voulez, mais je sais pas si ça répond à ta question du coup. Ouais. Alors, il y a plein d'autres questions. Tu as parlé un petit peu de la comparaison entre les États-Unis et la France pour les voies de renseignement. Est-ce que tu peux détailler un petit peu comment ça fonctionne en France et ce à quoi ils doivent accéder? Alors, c'est très dur ce que tu me demandes, parce que tu me demandes de détailler un petit peu, mais en fait, si je rentre dans le détail, ça va me prendre 2 heures. Du coup, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, il y a eu donc la loi renseignement 2015 qui a été modifiée plusieurs fois par la suite à cause suite aux attentats qu'a connu la France. Et du coup, dans cette loi renseignement, elle nous a été vendue, entre guillemets, comme étant un cadre posé sur les activités de renseignement, en disant les services secrets, les services de renseignement faisaient un peu ce qu'ils veulent dans l'illégalité, dans la légalité, c'était le terme qui était utilisé par les gens qui poussaient cette loi, et l'idée c'était, regardez, on va mettre un cadre, on va rentrer ça dans de la loi, ça va être cadré, proportionné, avec des contre-pouvoirs, etc., de sorte que on soit un peu rassuré sur ce que font les services de renseignement, sur quelles techniques ils peuvent employer, comment, etc. Et du coup, ça a mis en place une commission, ça a remplacé une commission qui existait déjà, qui avait été créée en 91 pour les écoutes administratives. Donc il y a une nouvelle commission de contrôle des techniques de renseignement qui est censée donner son avis quand un service de renseignement veut mettre en œuvre une écoute, une technique de renseignement sur quelqu'un, poser un mouchard, ce genre de choses. Le problème de tout ça, c'est que c'est pas contraignant, quoi. C'est-à-dire que la commission, elle examine ce qu'on vient lui demander, elle dit oui, non, mais au final, ça n'a aucune espèce de contrainte sur le travail des services de renseignement. Alors ils disent que quand même ça les contraint, mais que bon, en tout cas côté Quadrature, quand on s'est battu contre ce truc-là, on considérait que c'était pas du tout suffisant, qu'il n'y avait pas du tout de contre-pouvoir, il n'y avait pas du tout de contrôle effectif. Et du coup, si on veut rentrer dans le détail de ce qui est possible de faire, il y a la mesure phare qu'on peut citer, c'est les boîtes noires, qui en gros, dans la loi renseignement, il était dit que pour des raisons de sécurité nationale, alors c'est pas le terme exact, mais je suis un peu approximatif, en gros, l'État peut imposer aux fournisseurs d'accès Internet d'installer des équipements, ce qu'on a appelé, nous, des boîtes noires. Enfin, en fait, le terme ne vient pas de nous, mais il vient d'un conseiller du ministère qui, en discutant avec un journaliste, a dit le mot boîte noire. Et non, mais maintenant, on va dire boîte noire, pas de souci. Vous dites boîte noire, on va dire boîte noire. Donc des espèces de boîtes dont on ne sait pas ce qu'elles font, dans lesquelles passe le trafic et qui sont censées détecter ce qu'ils appellent des signaux faibles, donc des signes qui montreraient que des gens se sont radicalisés sur Internet, etc.
Et donc la loi a dit que ça peut être imposé aux fournisseurs d'accès Internet et aux hébergeurs. Et pendant un bon moment après le vote de la loi, on n'avait pas de traces, on n'entendait plus parler de ces trucs-là, on savait qu'elles n'étaient pas en place, jusqu'à la fin de l'année dernière où le président de cette commission de contrôle, au moment d'un colloque à Grenoble, il était présent pour participer à une table ronde, et puis il a participé à sa table ronde, et puis à la table ronde suivante, il y avait des intervenants qui disaient que les boîtes noires, de toute façon, elles n'étaient toujours pas déployées, on ne sait pas ce qu'elles font, etc. Et lui, il était en public, il a pris la parole, à un moment, il fait « Oui, alors en fait, les boîtes noires, ça y est, on en a mis, elles existent, elles marchent. » Donc ça, c'est quand même de l'intervention, il n'est pas venu pour rien, quoi. Et du coup, ces trucs-là, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, on ne sait pas trop ce que ça fait, ça pose plein de questions d'intrusion dans la vie privée, avec très peu de contrôle. Enfin, il y a ça, il y a plein d'autres choses, il y a notamment des victoires qu'on a obtenues côté Quadrature du Net et d'autres associations parce qu'on a fait des recours contre tout ça. Notamment, il y avait une disposition de la loi renseignement qui était intacte depuis 1991, qui permettait en gros, notamment à la DGSE, donc les services extérieurs, d'écouter toutes les surveillances, d'écouter toutes les communications hertziennes, donc tout ce qui passe par du sans fil, que ce soit le mobile, le Wi-Fi, que sais-je, la radio, le satellite. Il y avait ce truc-là de dire, quand c'est du hertzien, il y a une exception, et du coup, il n'y a même pas besoin d'aller voir la commission de contrôle pour avoir son avis. Ils peuvent passer directement. Donc ce truc-là, c'était juste un tout petit paragraphe dans la loi qui était passé inaperçu, sur lequel on n'a pas râlé pendant l'examen de la loi, et puis on s'en est rendu compte après, et on a contesté ça du coup devant le Conseil d'État, si je ne dis pas de bêtises, devant le Conseil constitutionnel, et ça a été censuré, quoi. Ce truc-là a sauté parce qu'il n'était pas constitutionnel, il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas il n'y avait pas le même process que pour les autres dispositions, donc du coup, ce truc-là a fini par disparaître et a du coup été complété. Ils ont dû patcher la loi, comme on patch du code, pour remettre ça dedans, repermettre aux services de renseignement extérieur, la DGSE, de pouvoir faire des écoutes des communications radio, des communications satellites, mais cette fois-ci avec un peu plus de contrôle, etc. Donc voilà, c'est un peu... Il y a beaucoup de dispositions, il y a beaucoup de choses. Je vous invite à aller voir le site de la Quadrature du Net et les recours qui ont été faits par les exégètes amateurs, donc exégète.eu.org. Je pourrais vous donner l'adresse après si vous voulez. Si vous avez d'autres questions là-dessus, parce que c'est vraiment un gros sujet sur lequel je ne suis pas forcément super au point, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Il y en avait d'autres tout à l'heure. J'ai entendu parler d'une start-up qui révolutionner Internet grâce au blockchain. Quels enjeux ça a et est-ce que ça permettrait de résoudre le problème de nos données privées? Qui permettrait de quoi, pardon? De garantir la sécurité de nos données privées. Non, ce que tu disais avant, la startup, elle veut faire quoi avec la blockchain? Redessiner Internet. Ouais, alors il y a beaucoup de startups qui promettent de faire beaucoup de choses avec la blockchain, de guérir le cancer, de tout plein de trucs, mais voilà, aujourd'hui, quand tu montes une startup, tu mets blockchain. Non, il y a un truc vraiment très très, très fort. Il y a des boîtes américaines qui ont changé leur nom pour rajouter blockchain à la fin, et la valeur de leur entreprise a bondi, quoi. Juste en rajoutant blockchain dans le nom. Je sais pas si ça répond à ta question du coup. Il y a beaucoup de gens qui depuis des années disent ouais, on va refaire Internet, on va faire un nouvel Internet, etc. On attend toujours, quoi. Et donc du coup et après il y a plein de promesses autour de la blockchain, il y a des vrais avantages autour de cette technologie-là. Je ne vais pas rentrer en détail dans ce que c'est que la blockchain, mais en gros, en utilisant de la cryptographie et des propriétés mathématiques et des propriétés algorithmiques, on arrive à
construire une espèce de journal de transactions qui est distribué, transparent, etc. Et qui est pas falsifiable, donc du coup ça a des propriétés intéressantes. Bon, entre le propriété intéressante et ça va révolutionner le monde, c'est un peu... voilà, il y a une marche, à mon avis. Sur ce point, là, ce qui était justement, enfin, pour moi, l'intérêt, un des intérêts pardon, de l'intervention de Julien, c'est justement de voir que, indépendamment de ce qui se passera avec l'IA, la blockchain, etc., Internet est en train de se redessiner maintenant, enfin, est en train de se redessiner depuis, disons, une dizaine d'années, et sur des choses beaucoup plus pragmatiques que ça, beaucoup plus simples, beaucoup plus triviales. À un certain moment, effectivement, le simple fait de décider qu'un paquet passe ou passe pas, passe plus vite ou passe pas, ça redessine de fait l'Internet que ceux qui sont un petit peu plus vieux que vous ont connu, dans lequel effectivement ces questions-là ne se posaient pas, dans lequel, comme tu l'as également dit, un ordinateur était un client et un serveur, et donc on pouvait être un fournisseur de services aussi facilement que nous, aussi facilement que n'importe quelle entreprise ou n'importe quelle start-up. D'ailleurs, même le concept même de start-up, quelque part, il vient en partie de cette notion de neutralité. La possibilité pour n'importe qui de créer une entreprise avec un bout le fameux mythe des garages et des gens tout seuls dans leur garage avec un ordinateur, est lié au fait que le service pouvait être distribué du jour au lendemain sur Internet sans rien faire d'autre qu'effectivement trouver un point de connexion, un hébergeur, ce qui coûtait très, très peu cher, voire même quand on était dans une université comme ici, coûtait rien. Et donc tout ça, ça existe encore. Vous pouvez demain ouvrir votre site, etc. Mais vous allez rencontrer à date des problèmes de centralisation des usages. C'est-à-dire créer demain votre site de diffusion de vidéos concurrent à YouTube. Allez-y, vous pouvez le faire. Vous avez les serveurs, vous avez tout ça. Mais vous allez avoir un problème de centralisation des usages. Votre collègue d'à côté va continuer d'aller sur YouTube. Ah non, mais chez moi c'est mieux, d'accord, mais t'es tout seul. Et demain, enfin déjà aujourd'hui, potentiellement aux États-Unis, et demain, encore pire si jamais, encore une fois, pire du point de vue de cette liberté potentielle, si jamais de toute façon, ton collègue d'à côté, il arrive à ouvrir son site, il arrive à avoir des vidéos, il arrive à avoir autant d'utilisateurs que YouTube, ou un nombre disons significatif, mais de toute façon, ces paquets sont ralentis. Donc, in fine, même ce développement-là, il ne pourra pas le faire parce qu'il faudra d'abord qu'il négocie avec Orange ou l'opérateur qui va bien pour que ses paquets à lui, son site à lui. Alors, là, ce que je dis, ça pour le coup, c'est de la fiction à l'heure actuelle, puisque, essentiellement de la fiction, on va dire, mais c'est un risque potentiel. Et là, du coup, tu as une rupture. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des choses beaucoup plus immédiates. Ouais. Il y a un truc marrant d'ailleurs, un des arguments derrière la blockchain, c'est de dire oui, mais c'est complètement distribué, c'est décentralisé, etc. Justement, ça vient sortir de la centralisation, etc. Quand on regarde Bitcoin ou Ethereum, qui sont deux grosses crypto-monnaies basées sur la technologie blockchain, et ben en fait, on voit qu'il y a de la centralisation à mort et que les principaux nœuds du réseau sont quelques entités chinoises, quelques entités bien précises qui ont agrégé des ressources et se sont mises à avoir une importance colossale dans le réseau, quoi. Donc du coup, il y a l'aspect accentré. À un moment ou à un autre, il y a des grumeaux qui se forment dans la pâte, quoi. C'est-à-dire il y a un moment ou un autre, il y a des centralisations qui se font, il y a des... donc c'est intéressant d'en prendre conscience, d'analyser tout le temps ça et de voir comment, comme tu l'as dit, comment Internet se redessine constamment au gré de la disparition aussi des acteurs. Il y a des moments, des sites étaient... genre il y avait Skyblog, vous êtes trop jeune peut-être pour avoir connu, mais... Si, ouais, non, je vois que vous rigolez, vous avez connu. Il y avait Skyblog, ça a disparu, ça a disparu, voilà, ça n'a plus du tout le truc que ça avait à un moment. Aujourd'hui, Snapchat, elle vend en poupe, mais je crois que c'est peut-être en train de se casser la figure. Voilà, du coup, il y a des services comme ça qui transitent. Il y en a peut-être qui vont rester plus longtemps. Google, Facebook, on a du mal aujourd'hui à voir comment ils pourraient... se casser la figure, mais c'est pas impossible, quoi. Ouais, il y avait d'autres questions, notamment...
si un jour il n'y a plus cette garantie de la neutralité du net, et que du coup les gros acteurs se mettent à faire un peu ce qu'ils veulent au niveau des forfaits par exemple, quelle influence ça pourrait avoir sur des plus petits FAI, des FAI associatifs comme Rhizome par exemple? Est-ce qu'ils seraient impactés par ça ou est-ce qu'ils pourraient continuer à proposer un accès neutre à Internet? Alors c'est une très bonne question. Du coup, concrètement, je pense que ça n'aura aucun impact. De la même manière qu'aujourd'hui, la remise en cause de la neutralité d'Internet aux États-Unis n'a pas vraiment d'impact pour nous. Au sens où Rhizome ne sera pas amené à porter atteinte aussi à la neutralité d'Internet. L'accès, en tout cas au niveau des Rhizomes, il n'y aura pas de tentative de vouloir discriminer du trafic ou de faire des modifs comme ça. Donc, a priori, l'accès Internet qu'on aura via Rhizome sera toujours celui qu'on a aujourd'hui. Par contre, le danger se situe plus dans des opérateurs qui se situeraient au milieu, vraiment au milieu, au cœur d'Internet, ce que j'appelais tout à l'heure les plus gros opérateurs de transit. Si eux se mettaient à faire des choses un peu sales, ça pourrait avoir un impact sur Rhizome. Mais à ce moment-là, en fait, ce qui se passerait très certainement, c'est que s'ils commençaient à faire des choses sales, les gens commenceraient à ne plus les utiliser. Donc pour eux, en plus, dans leur business, ils ont vraiment tout intérêt à être juste des tuyaux bêtes et méchants. Donc a priori, je pense que pour des petits acteurs, une fin de la neutralité d'Internet, une fin des règles qui la garantissent, n'aurait pas un gros impact. Du coup, ça veut dire qu'un opérateur comme Tata, que tu citais tout à l'heure par exemple, selon toi, n'aurait pas intérêt à un moment à signer un partenariat avec Netflix ou avec Google pour faire passer des paquets non. plus vite, quoi. Non, clairement, parce que du coup, plein d'opérateurs se mettraient à utiliser un concurrent. Ouais. J'ai un autre exemple de à quel point c'est... mais c'est un point important, ces opérateurs de transit, on les oublie tout le temps, et ils sont vraiment un point, comment dire, un des lieux d'Internet qui est vraiment crucial. J'ai un exemple, c'est à un moment, des gens se sont dit ah mais tiens, c'est bizarre, j'arrive plus à accéder à The Pirate Bay. Donc ça arrive régulièrement, parce que de toute façon, ils sont censurés de partout, il y a des décisions de justice, il y a plein de trucs, ils se font saisir des domaines, etc. Mais cette fois-ci, c'était rien de classique, c'était vraiment tous les gens qui étaient chez des fournisseurs d'accès Internet, qui passaient par Cogent, qui est un opérateur de transit. Par exemple, chez Free, quand vous voulez joindre Cloudflare, qui est un opérateur, un fournisseur de services sur Internet, vous passez par Cogent. Pour à peu près la moitié de votre trafic sur Internet, si vous êtes chez Free, vous passez par Cogent. Parce que c'est pas cher et que du coup Free fait passer son trafic par cet endroit-là. Et du coup, à un moment, Cogent, on ne sait pas pourquoi, quand on cherchait à joindre deux adresses IP chez Cloudflare, derrière lesquelles était The Pirate Bay, on n'y arrivait pas, quoi. Le trafic se perdait dans le réseau de Cogent. C'est-à-dire que Cogent disait, moi, ces adresses IP, je ne les connais pas. Je ne transmets pas le trafic. Je parle à ma main. Et donc ça pose une vraie question, quoi. Si ces opérateurs-là, dont on n'entend pas parler, qui ne sont pas nos fournisseurs d'accès Internet, donc sur lesquels on n'a aucune prise en tant que consommateur, commence à choisir ce à quoi on peut accéder, c'est un vrai problème, quoi. Et ça, je pense, c'est un problème qui est souvent ignoré. Et on se focalise souvent en termes de neutralité d'Internet sur les fournisseurs d'accès parce que c'est souvent eux qui veulent revenir sur la neutralité, mais il y a un danger aussi au niveau des opérateurs de transit qui eux sont au milieu, dont les clients sont uniquement des entreprises et d'autres fournisseurs d'accès Internet et d'autres opérateurs, et on ne les voit pas forcément. Désolé, c'est une question un peu naïve, mais
j'ai l'impression que dans le milieu informatique, on parle beaucoup du fait qu'un programmeur ou quelqu'un qui va concevoir une structure de données ou autre, il est tout le temps amené à penser qu'il doit faire son système le plus opérant possible, vraiment parfait, et laisser le moins de marge de manœuvre à l'utilisateur. Est-ce que on pourrait penser que Internet a été mal conçu au démarrage? Est-ce qu'il y avait un moyen en fait d'empêcher cette menace de la non-neutralité du net a posteriori? C'est clair ma question ou... C'est une super question. Je ne sais pas y répondre. J'y ai pas réfléchi, je ne sais pas répondre à ça. Est-ce qu'on aurait pu prévoir que le réseau allait être ce qu'il est devenu, qu'il allait être déchiré, distordu par des velléités économiques, par des choses qui veulent mettre fin à ce principe-là. Comme je disais, ce principe-là, il n'était même pas... il n'était pas défini, quoi. Il n'était pas cristallisé derrière ce terme-là de neutralité d'Internet. Du coup, il y a d'autres concepts aussi qui n'ont pas été prévus du tout à la base d'Internet. Il y avait la sécurité des communications n'était pas du tout envisagée. Dans les protocoles qui ont été conçus au début d'Internet, c'était uniquement des protocoles pour permettre l'échange d'informations publiques, pour la circulation d'informations entre des universités, entre des bibliothèques, donc il y avait cette idée de réseau de communication universel dans lequel ne vont circuler que des informations publiques. Puis on s'est mis à voir les emails, parce qu'on voulait quand même s'échanger aussi des messages directement entre deux personnes, quoi, raccordés à Internet. Puis en fait, les emails, c'est un peu comme des lettres. Et au fur et à mesure, on a vu que les protocoles comme le HTTP qui permet d'afficher des pages web, ces protocoles-là, ils n'ont pas été conçus avec l'idée de sécurité en tête. En termes quand je dis sécurité, c'est confidentialité des échanges. Ça, c'est un gros problème aujourd'hui. On est obligé d'essayer de revenir, de tourner ces protocoles, d'essayer de leur rajouter des couches pour arriver à sécuriser les échanges, parce que ça n'avait pas du tout été envisagé au départ. Alors, du coup, on pourrait se dire, ah ouais, mais ils ont fait n'importe quoi au début, ils ont pas pensé, ils n'ont pas été visionnaires. C'est facile a posteriori de dire, ah là, vous auriez pu y penser, vous auriez pu faire différemment. Mais d'un autre côté, on peut aussi se demander si ce réseau, si les gens, les premiers, on va dire les premiers techniciens, penseurs, enfin les premiers chercheurs qui ont élaboré ces concepts de réseaux interconnectés entre eux, etc. S'ils n'avaient pas conçu un truc aussi simple et bête et méchant, est-ce que ça aurait autant marché? Est-ce que tous ces réseaux auraient pu s'interconnecter entre eux aussi facilement? Parce que si on commence à penser des systèmes de manière, en essayant de résoudre tous les problèmes dès le départ, en essayant de prévoir tout, je pense qu'on se complique énormément la tâche, on va mettre beaucoup de temps à avoir quelque chose qui fonctionne, forcément ça ne va pas forcément se développer très rapidement. Pour moi, la grande force d'Internet, c'est que c'était quand même un concept relativement simple, relativement novateur, avec des trucs assez forts qui permettaient que n'importe quel réseau puisse venir s'agréger et s'interconnecter du moment qu'il parle une même langue avec les autres réseaux, ce que j'appelais le protocole d'annonce de route BGP. Ce truc-là, il est assez fondamental en fait. C'est vraiment de se dire, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de... Et du coup, c'est une balance où on trouve dommage que, effectivement, la confidentialité des échanges, ou que l'essence même du fait que des opérateurs ne puissent pas faire ce qu'ils veulent n'ait pas été prévue dans les protocoles. Et le fait qu'ils étaient très simples et du coup ils ont pu être adoptés et permettre un essor massif. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est pas du tout une question naïve. Pour moi, c'est une très bonne question de est-ce que ça aurait pu être fait autrement, quoi. Ouais. D'autres questions? Juste sur les justement, juste en micro-complément par rapport à ça, vous avez
vous avez pas mal d'interventions en ce moment de Tim Berners-Lee autour de ces questions, donc c'est intéressant d'aller voir ce que lui raconte. On va directement à ta question, mais au moins dans l'intention et dans l'esprit qui confirme en tout cas que on va dire les précurseurs ou les inventeurs d'un certain nombre d'usages de l'Internet sont plutôt déroutés, sans mauvais jeu de mots, de la tournure que ça prend. Même si effectivement ils n'ont pas forcément dans leur design initial intégré toutes les barrières et probablement quelque chose d'impossible pour plein de raisons, tu retrouves quand même cette intention, au moins là, qui est retravaillée par Rami. Et juste une autre chose, aussi un autre complément, c'est que au final, les atteintes à la neutralité d'Internet, c'est un problème politique. Et quand on essaye de résoudre un problème politique par une solution technique, par du protocole, généralement c'est une très mauvaise idée, ça ne marche pas en fait. Les problèmes politiques, il faut les régler politiquement, il ne faut pas les régler avec de la technique. Parfois la technique a des influences sur la politique et vient typiquement permettre le chiffrement de bout en bout des communications, de faire en sorte que moi sur mon téléphone, quand je t'envoie un message, personne d'autre ne peut le lire. Ça a des implications politiques, mais ce problème politique de faire en sorte que les réseaux qui s'interconnectent entre eux ne font pas de discrimination, c'est très difficile à imposer de manière technique sans remettre de la centralisation, sans remettre de l'autorité centrale, sans remettre des choses qui vont à l'opposé de l'essence d'Internet, quoi. Ouais. Moi, du coup, c'était concernant le cas particulier de l'opérateur de transit que vous aviez évoqué tout à l'heure. Est-ce que, dans un cas comme celui-là, les fournisseurs d'accès Internet ont un regard sur l'action de l'opérateur de transit, et est-ce que quelque part ils cautionnent du coup ce fait de ne pas faire passer l'information? Alors pour l'instant, j'ai qu'un seul cas documenté de ce genre de choses, chez Free. Je ne sais pas si chez Free... je sais pas si chez Free, ils ont été mis au courant de ce truc-là. Je sais pas s'ils l'ont vu, j'en sais rien. Toujours est-il que ça... Je pense que c'est toujours le cas d'ailleurs. Moi, je sais que chez Illico, dans mon asso fournisseur d'accès Internet, ou chez Rhythm, si on voit que nos transitaires, nos opérateurs qui nous permettent de joindre d'autres endroits sur la planète font ce genre de choses, on va sans doute chercher à ne plus les utiliser. Du côté de chez Free, il y a un enjeu économique à utiliser Cogent, c'est que ça leur coûte beaucoup moins cher. Donc du coup, la balance entre, il y a 2 IP qui sont bloqués, ça va nous coûter vraiment beaucoup plus de faire passer le trafic ailleurs. La réflexion est différente, quoi. Donc pour l'instant, c'est le seul cas que j'ai, donc je peux pas trop extrapoler dessus, mais il y a en tout cas cette balance-là qui rentre en ligne de compte, je pense, pour pas mal d'opérateurs. Après, souvent, ce qui se passe chez les fournisseurs d'accès Internet qui font bien leur job, il y en a quand même beaucoup, hein, ils cherchent généralement quand même à avoir le meilleur réseau pour leurs abonnés, quoi. Ils cherchent vraiment à faire en sorte que les opérateurs avec lesquels ils s'interconnectent soient ceux qui ont le meilleur réseau, qui font le mieux leur taf, qui sont les plus résilients, etc., quoi. Ouais, d'autres questions? Ouais, une en bas. J'ai une question en fait par rapport à la monétisation des données. Est-ce que finalement le fait que ça soit gratuit, c'est pas un problème vu que les développeurs et les grandes boîtes ils vont chercher forcément à contourner le fait que ça soit gratuit pour pouvoir monétiser quelque chose comme les données? J'ai pas entendu, pardon, la fin de ta question. Je parle de la monétisation des données privées. Est-ce que c'est pas forcément un problème que ça soit payant ou ce genre de choses? Ouais, ça m'amène à vous parler d'une très bonne conférence gesticulée réalisée par un ami qui s'appelle Lunar. Conférence gesticulée, ça veut dire quoi? Ça veut dire un mélange entre conférence et spectacle, théâtre.
Du coup, il met en scène des bouts de sa vie pour raconter des choses de l'ordre de la conférence, quoi, comme je viens de le faire aujourd'hui, dans laquelle, qui s'appelle Internet libre, non j'ai oublié le nom, c'est grave, Internet ou liberté, informatique ou liberté, pardon. Et du coup, dans cette conférence, à un moment, à la toute fin, je vous spoil, désolé, mais je vous invite à aller voir le reste, il dit il faut réapprendre à payer. C'est-à-dire qu'on s'habitue tellement à avoir tout gratuit qu'on ne se rend pas compte que, en fait, c'est pas gratuit parce que ça nous coûte, pas forcément individuellement, mais en tant que société, ça a un impact et un préjudice collectif de confier nos données personnelles et nos vies à ces grosses sociétés qui en tirent profit. Alors il y a une phrase qui dit quand c'est gratuit, c'est vous le produit. J'aime pas trop cette phrase parce qu'elle occulte plein de moments où en fait quand c'est gratuit, c'est cool. Enfin, le gratuit, c'est pas forcément un truc négatif, mais par contre, effectivement, toutes ces sociétés qui... Facebook, je crois que j'avais entendu un calcul de, en gros, combien votre profil rapporte à Facebook. Je crois que c'est de 5 €, 5 $, un truc de cet ordre-là. En gros, tout ce business-là, il est... Enfin, si on avait dû payer 5 € pour rejoindre Facebook, Facebook n'aurait pas cette taille-là, parce qu'on ne se serait pas inscrit. Du coup, la gratuité permet justement d'atteindre mieux cet effet de réseau qui fait que tous nos copains sont sur ce truc-là, donc on va y aller aussi. Et c'est un vrai problème aussi parce que ça retire la notion de valeur. On ne se rend pas compte de la valeur qu'on apporte à ces boîtes-là, quoi. Moi, je vais prendre un exemple tout bête aussi de travail qu'on fournit pour ces boîtes-là. C'est les CAPTCHA de Google. Vous savez, quand Google vous dit attendez, quand un site vous dit quand vous voulez vous inscrire, on veut vérifier que vous n'êtes pas un robot, on va vous afficher un petit truc où vous devez cliquer sur des cases, reconnaître des panneaux, reconnaître des voitures. Ce que vous faites en cliquant sur ces cases, c'est que vous entraînez les algorithmes d'intelligence artificielle de Google pour mieux reconnaître automatiquement les panneaux de signalisation, pour mieux reconnaître les voitures dans la rue, etc. Il y avait un dessin très drôle, je ne sais plus d'où ça sortait, mais où on voyait en gros un CAPTCHA qui disait... qu'on voyait le volant d'une voiture, on voyait quelqu'un qui traverse, et le CAPTCHA c'était est-ce qu'il y a un obstacle? Oui, non, vous avez 5 secondes pour répondre. Parce que comme Google développe des voitures autonomes, il y avait cette idée que pour que la voiture arrive à savoir si elle doit éviter ou pas la voiture, il faut que vous alliez lui dire... Donc à tout ce truc-là aussi, on fournit du travail gratuit, quoi. C'est-à-dire que quand on vient cliquer sur ces petites cases, etc., c'est vraiment du travail humain qui a une valeur qu'on vient fournir à Google. Côté Amazon, il y a un service qui s'appelle Amazon Mechanical Turk. Le Turk mécanique, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'était un espèce de vieille arnaque il y a 200 ans, 300 ans, où en gros il y avait un nain dans une boîte, ce qu'on appelait le Turc mécanique, qui venait jouer aux échecs. En gros, on était à une table d'échecs, et en face de nous, on avait un espèce de robot qui déplaçait des pièces, un truc articulé en bois avec des ficelles. Et donc il y avait ce truc-là, on jouait contre un adversaire mécanique, sauf qu'en fait il y avait un nain planqué dans la boîte qui jouait et qui déplaçait les pièces. Et c'était pas du tout le robot qui jouait. Et ce truc-là, en fait, Amazon a repris le nom de Mechanical Turk, le Turc mécanique, pour son service de travail à la tâche, où en fait des gens sont payés au clic, aux commentaires sur des sites web, sont payés à analyser des photos, quelques centimes, quelques virgules de centimes à la photo, et donc du coup passent leur temps à aller, je sais pas moi, reconnaître des couleurs ou dire sur un ensemble de 150 000 photos, est-ce que c'est un homme ou une femme, etc. Et tous ces trucs-là participent de cette économie qu'on ne voit pas du tout,
qui est une économie de travail numérique. Et du coup, c'est pas gratuit, quoi. Et on profite. Et ces gens-là qui font ce travail à la tâche, ils sont où? Ils sont dans des pays du tiers-monde, ou des pays en développement, etc. Avec des conditions de travail, ils travaillent 12 heures par jour à aller cliquer sur des trucs, quoi, de manière répétitive. C'est complètement abrutissant. Ah bon. Tout d'abord, si vous avez parlé des lois européennes, qu'est-ce qui va se passer pour les sites qui respectent pas les lois et est-ce qu'on pourra quand même y accéder? Et aussi, si vous pouvez parler d'Internet par satellite. Ouais, alors Internet par satellite, ça marche pas. Voilà, ça c'est fait. C'est généralement une mauvaise idée, c'est-à-dire que dans les zones reculées, les politiques, les politiques ou les opérateurs télécoms disent oui, on va vous mettre de l'internet par satellite, vous inquiétez pas, c'est du très haut débit, etc. C'est des réseaux qui sont très difficiles, qui sont plus adaptés aux usages d'aujourd'hui, qui fonctionnent mal, ou si on veut vraiment faire passer toute une zone à du satellite, juste il n'y a pas la capacité de bande passante entre le satellite et la zone pour que ça marche correctement. Donc le satellite, c'est une mauvaise idée. Sauf dans des zones très reculées, vraiment très reculées, au fin fond de la jungle amazonienne, effectivement, ça permet de se raccorder à Internet. Mais quand on habite au fin fond de la campagne en France, on devrait pouvoir avoir un meilleur accès que ça. Et sur la première question, j'ai oublié ce que c'était. Désolé. Ouais, les sites qui ne respectent pas la loi. Alors du coup, c'est l'objet de ma conférence d'hier, qui a été filmée et que je t'invite à aller regarder. Non, en gros, il y a tout un tas de choses. En gros, un site peut contrevenir à la loi pour plein de raisons, mais vraiment plein de raisons. Et du coup, ce qui peut se passer, c'est que tu peux avoir des poursuites en tant qu'éditeur du site. L'hébergeur du site, on peut venir lui demander de le retirer. C'est la police. Le fournisseur d'accès Internet, dans certains cas, on peut venir lui demander, soit via un juge, soit directement la police, d'empêcher l'accès à ce site. Donc c'est ce que j'ai expliqué hier, et de la censure judiciaire et la censure administrative qui est imposée aux fournisseurs d'accès Internet. Donc judiciaire, c'est vraiment, il y a un juge qui se prononce et qui dit oui, effectivement, ce site contrevient à la loi sur les jeux en ligne. Et du coup, on demande son blocage aux quelques plus gros fournisseurs d'accès en France. Et sinon, pour les cas administratifs, du coup, où la police vient directement dire aux fournisseurs d'accès Internet, vous devez bloquer l'accès à ce site-là. En France, c'est pour des contenus à caractère pédopornographique et pour de l'apologie ou de la provocation à des actes de terrorisme. C'est les deux cas qui existent. Et du coup, je ne vais pas refaire ma conf d'hier, mais j'espère que ça répond au moins à ta question. Il y a du coup des lois qui permettent d'empêcher l'accès et qui du coup sont quelque part des atteintes à la neutralité d'Internet, mais qu'on peut considérer comme acceptables au sens où, entre guillemets, quoi. Parce que quand c'est imposé par un juge qui a un procès équitable avec du contradictoire, etc., on peut se dire que ce sont des atteintes acceptables. On peut. Moi, j'ai mon opinion là-dessus. Elle n'est pas forcément de ce côté-là, mais... Au niveau de la neutralité du net, est-ce que tu penses que physiquement, ce serait possible de servir des points d'accès physiques, donc les data centers, comme de façon d'altérer encore la neutralité du net d'une façon différente? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par altérer Si tous les
toutes les données sont centralisées dans des énormes data centers, ce serait possible de contrôler les routes qui mènent à ces data centers pour altérer la neutralité du net à partir des... Ok, ouais, je vais répéter juste pour la question. Du coup, si toutes les données se retrouvent dans quelques data centers, est-ce que du coup c'est pas un moyen de contrôler comment les informations s'échangent, etc. Ben, en fait, si. Totalement. Et l'infrastructure dont je parlais, là, tous ces câbles, tous ces opérateurs, ces réseaux qui s'interconnectent entre eux, ils le font dans des data centers, justement. Donc un data center, c'est quoi? C'est un immense hangar dans lequel sont rangées des armoires qui contiennent des machines, des ordinateurs qui tournent en permanence, qui ont besoin d'être refroidis, qui demandent de l'électricité. Donc c'est pour ça qu'on fait ça dans des grands hangars, c'est que du coup, il vaut mieux le faire pour plein de machines que pour 2 machines. Et du coup, bah si, le fait que ça aussi, c'est une forme de centralisation, quoi. C'est de se dire, on va mettre dans le réseau des données, on va... en fait, théoriquement, enfin c'est même pas que théoriquement, pratiquement, là, je pourrais tout à fait, sur mon téléphone, monter ce qu'on appelle un VPN, donc un tunnel, qui me donnerait une IP publique. Et sur mon téléphone, j'ai un petit logiciel libre qui me permet de monter un serveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux rendre accessible des fichiers qui sont sur mon téléphone à n'importe qui sur Internet. Et ça, je pourrais le faire en 3 clics. Et mon téléphone, il n'est pas dans un data center, quoi, il est dans ma poche. Et donc, comme tu dis, effectivement, il y a un enjeu plus de centralisation que d'atteinte à la neutralité du net dans le fait de mettre toutes les données aux mêmes endroits. Mais c'est clairement un problème de ces immenses, de cette concentration des données, de cette concentration de pouvoir en quelque sorte aussi, de tout mettre au même endroit, de tout donner à Google, de tout donner à Facebook. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut promouvoir les initiatives comme Picassoft, où du coup les données elles sont ici, à Compiègne, elles ne sont pas dans des data centers à Paris. Ou... C'est vrai? Ah oui, c'est chez Theta Neutral à Toulouse? Cool. Bah très bien. Légèrement hors sujet, mais pas complètement, puisque ça parle de data center. Il y a Guillaume Carmino, un éminent prof de l'UTC, qui, avec des collègues à lui, pardon, pour c'est enregistré, je n'ai pas tous les noms, mais ce sera rectifié d'une façon ou d'une autre, qui est en train de faire un travail, ou qui est en train de terminer un travail d'études justement sur les data centers, moins sur ces problématiques de centralisation des données que sur d'autres problèmes et d'autres questions qui se posent autour, mais dont il a fait une présentation il y a quelques temps qui était passionnante, ou qui en tout cas nous montrait des choses très intéressantes à voir. Je vous invite à les lire en tant qu'informaticien. Je vous retrouve à la... Il y avait eu quelque chose à propos des 7 clés d'Internet. Et, donc par rapport à une seule entité qui gérait tous les DNS, ou la quasi-totalité. Et du coup, quelle question ça pose par rapport à la neutralité du net, et est-ce que c'est vraiment 7 clés au sens propre du terme? Juste si tu veux bien en une minute faire un mini rappel sur les DNS, que je ne suis pas sûr et certain que tu es 100% de la... Alors, je pense que tout le monde voit ce que c'est que le DNS. Ouais, bon. Alors du coup, quand vous voulez aller sur le site de Rhizome ou le site de l'UTC, vous tapez dans votre navigateur, en général vous devez taper UTC, vous devez atterrir sur Google et puis vous cliquez sur le lien. Mais on va dire que vous tapez directement l'adresse dans la barre d'adresse. Votre navigateur, via votre système d'exploitation, va aller demander à un annuaire, donne-moi l'adresse IP qui correspond à ce domaine. L'annuaire, généralement, il est fourni par le fournisseur d'accès Internet, ce qu'on appelle le DNS, et c'est un service d'annuaire qui peut être fourni par d'autres gens que le fournisseur d'accès Internet. Google en fournit un d'ailleurs, encore lui. Et je vous déconseille de l'utiliser. Et du coup,
ce service renvoie l'adresse IP, et à partir de ça, notre ordinateur va pouvoir communiquer avec le site de l'UTC, aller lui demander la page web, qui va être envoyée pareil en utilisant l'adresse IP que vous attribuez à votre fournisseur d'accès à Internet, etc. Puis être réaffiché, le résultat va être affiché dans votre navigateur. En gros, ce que j'ai expliqué hier, c'est que les humains, on est très bons pour se remémorer, garder en mémoire des noms, des mots, genre UTC, illico, rhizome, etc. Ça nous reste en tête. Si on devait se souvenir des adresses IP associées à ces noms-là, on n'y arriverait pas, quoi. 80.67.180.3, là je vous le dis, c'est l'IP de illico.org, mais demain vous l'aurez oublié, quoi. Est-ce que vous vous souviendrez encore de illico.org? Peut-être. Du coup, ce travail de traduction entre le nom et l'adresse IP, c'est un service d'annuaire, donc qui fait correspondre un nom à une adresse, qui est fourni par le fournisseur d'accès Internet, ça s'appelle le DNS. Du coup, ta question, elle était sur une autre partie du système DNS, qui n'est pas celle-là, qui n'est pas la partie interrogation de l'annuaire, mais qui est dans la partie constitution de l'annuaire. C'est-à-dire comment on établit que que par exemple illico.org, comment on arrive à dire qui connaît l'information de correspondance entre le nom et l'adresse IP. Et donc ça, c'est pas un truc centralisé. Il n'y a pas une autorité centrale, on va dire. C'est un peu plus mieux fait que ça. C'est un truc hiérarchique, au sens où il y a des délégations successives. Donc au-dessus de org, il y a la racine, qu'on dénote généralement par un point. Donc ça, c'est la racine du système DNS. En dessous du point de cette racine, il y a fr, org, com, info, enfin tous les points, quelque chose que vous connaissez. Et donc ces trucs-là sont la gestion de ces domaines-là, parce que c'est des domaines aussi, fr, org, com, etc. Elle est confiée à des entités diverses et variées. En France, d'ailleurs, le point FR est géré par une association qui s'appelle l'AFNIC. Donc c'est une association qui a demandé à gérer le point FR. Et du coup, administrativement, c'est eux qui connaissent l'ensemble des sites qui sont en point .fr. Et au niveau de cette histoire des 7 clés, et ben, c'est un truc un peu compliqué, mais en gros, il y a tout un fantasme sur effectivement les 7 mètres d'Internet, ils possèdent les clés, les trucs. En fait, il y a des mécanismes qui permettent d'assurer que l'information qui fait la correspondance entre l'adresse et le numéro et l'IP, entre le nom de domaine et l'adresse IP, s'assurer qu'elle soit bien fiable, qu'elle n'ait pas été modifiée, etc., que ce truc-là, cet arbre de délégation nous fournisse une réponse, que le fournisseur d'accès nous fournisse une réponse correcte. Donc ça, c'est géré par de la cryptographie. Ça s'appelle DNSSEC. Et en gros, tout ce truc-là de cryptographie demande des clés, etc., et demande effectivement des renouvellements et des trucs comme ça. C'est ce qu'on entend parler quand on dit il y a une cérémonie avec les 7 mètres, etc. Donc en fait, c'est surtout un truc journalistique pour essayer de gonfler en transformant un peu la réalité de ce que c'est. Mais c'est quand même intéressant de savoir comment ça fonctionne, etc. Mais c'est pas si extraordinaire que ça. C'est pas si comment dire, c'est pas si centralisé, si contrôlé, si machin que ça. Et par ailleurs, en fait, il y a, je sais plus quel est le nombre exact, mais il y a un certain nombre de serveurs qui sont des serveurs racines, qui du coup savent à qui déléguer org, com, fr, etc. Et en gros, ces serveurs-là, il y en a, je sais plus quel est le nombre, je vais dire une bêtise, mais il y en a 7-8.
Je crois que c'est plutôt 10 d'ailleurs. Et en fait, il n'y a pas 10 serveurs physiques, quoi. Il y en a beaucoup plus que ça, il y en a dans plusieurs réseaux, il y a tout un système comme ça qui fait que ce truc-là n'est pas facilement attaquable, n'est pas facilement censurable, etc. Bon, ça serait compliqué d'expliquer comment ça fonctionne tout ça, mais si tu veux, je pourrais te donner des liens après qui expliquent un peu plus en détail comment ça fonctionne. Ouais, d'autres questions ? Une dernière question. Tout à l'heure, vous parliez des lois américaines. Étant donné que les lois selon les pays ne sont pas les mêmes, supposons qu'un Français fait des requêtes et arrive sur des serveurs américains. Soit il le sait, soit il ne le sait pas. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on passe sur des serveurs qui sont américains. Est-ce qu'on est régi dans ce cas-là par des lois américaines ou pas, parce qu'on est quand même sur le secteur américain, donc auquel cas on se plie à la législation américaine, ou est-ce que comme on n'est pas en français, on est régi sur notre loi française, auquel cas on n'est pas concerné par l'utilisation de nos données par les Américains. Et si, admettons, on était soumis au régime américain, est-ce que nous, en tant que Français, on a des moyens pour se retourner contre ça ou pas ? Eh ben, c'est une très bonne question, c'est très compliqué en fait, et ça dépend de quelle requête tu parles par exemple. En France, il y avait aujourd'hui, il y a une seule loi qui peut pour laquelle vous pouvez être poursuivi pour avoir consulté un site. C'est pour les sites pédopornographiques. Si vous allez consulter ce type de site-là, du coup, vous pouvez être poursuivi et il y a des lourdes peines, etc. C'est le seul cas en France où la consultation est punie. À un moment, il y avait le délit de consultation habituelle de sites terroristes, mais ça a sauté, heureusement. Et du coup, je ne sais pas du tout ce qui se passerait. Je vais inverser le truc. Si un Américain consultait, j'avoue, je ne sais pas. Il faudrait que j'y réfléchisse. Exactement. Mais c'est un des problèmes classiques quand on parle d'Internet. C'est Internet ne connaît pas de frontières. Et comment on arrive à légiférer, comment on arrive à avoir une... Et en fait, la manière dont ça se passe, c'est que c'est généralement des questions de rapport de force au final, les Américains, ils s'en foutent. La loi qu'ils font, elle est faite pour les Américains. Ils s'en foutent d'aller poursuivre un Français pour avoir accédé à un site. De la même manière qu'en France, je suppose qu'il n'y a pas de poursuite d'Américains pour de la consultation de sites. Non, mais si par exemple, nous, on consulte quelque chose, ils récupèrent ces données-là, alors qu'on ne voudrait pas. Est-ce que nous, en tant que Français, on a un moyen de se faire entendre dans un domaine internet ? Ah oui, si vos données sont récupérées par une société américaine, etc. Alors du coup... Il y a peu de chance, mais est-ce qu'on a un moyen ou parce que comme on est un petit particulier, on se fait écraser parce que... Ouais. Mais alors ça, du coup, dans le GDPR, c'est prévu, c'est que quel que soit votre pays d'origine, du moment que vous êtes en France et que vous consultez un site, quel que soit le site, vous êtes couvert par le règlement européen de protection des données personnelles. Il y a aussi sur le transfert de données entre les États-Unis et l'Europe, il y a un truc qui s'appelle le Privacy Shield, qui est une sorte le bouclier de la vie privée, quoi, qui est une espèce de mensonge incroyable, qui dit en gros que oui, c'est bon, sous certaines conditions, des sociétés américaines présentent une garantie de protection de la vie privée supérieure au droit américain, qui est bien inférieur en termes de protection par rapport au droit européen. Et donc du coup, c'est OK pour ces sociétés-là de faire du transfert de données personnelles, etc. Donc ce truc-là va certainement sauter dans les mois, années qui viennent, remplacé peut-être par autre chose encore, parce que c'est déjà un truc qui a été mis en place pour remplacer le Safe Harbor. Et du coup, avec le GDPR, le RGPD, il y a une protection en tant que citoyen européen des données personnelles et où du coup Google, Facebook, etc. sont concernés, quoi. Même si c'est des sociétés américaines, de toute façon elles ont des implantations en Europe, et même si elles en avaient moins d'implantations, ça serait quand même soumise au GDPR.
Pas d'autres questions? Non, ça n'a pas l'air. Je vais juste rebondir sur celle-ci pour en poser une dernière. Que j'avais en tête et qui rejoint ta question, mais pas sur le volet économique. Sur le volet technique, je commence par ça, je ferai mon complément après. Tout à l'heure, tu as dit que la neutralité du net n'était pas en danger en Europe d'un point de vue pour le moment de l'état législatif. En revanche, quelque chose qui n'est pas clair pour moi, si demain, donc imaginons que les choses s'empirent encore aux États-Unis par exemple, qu'on atteigne vraiment des différences très fortes dans la qualité de service qui est fournie en fonction des opérateurs, etc. Est-ce que vraiment on ne serait pas impacté? C'est-à-dire, à ce moment-là, je voudrais utiliser Netflix, je voudrais utiliser Google, etc., peu importe, quels que soient les services. Est-ce qu'ils ont de toute façon une infrastructure en Europe qui fait qu'on n'a pas vraiment besoin d'aller aux États-Unis et ça se passera bien, du coup il n'y a pas de problème? Ou est-ce que, eh bien, il est nécessaire d'aller régulièrement aux États-Unis et du coup quand on va arriver là-bas, quand nos paquets vont aller se promener là-bas, du coup de fait, ils devraient se retrouver aussi réunionnés dans des routes rapides ou des routes lentes, si j'ai bien compris. Ouais, oui, t'as raison. En fait, c'est aussi c'est difficile de prévoir qu'est-ce qui va se passer, quoi. À quel point cette gangrène va se répandre, à quel point ça va vraiment pourrir l'accès américain. Ce qui pourrait aussi se passer, c'est que Netflix dise écoutez, nous, côté américain, on fait comme ça, donc on va vouloir faire la même chose avec vous, Européens, quoi. Si Netflix se rend compte qu'ils y gagnent, ils vont peut-être faire la même chose ici. Donc ouais, c'est un danger qu'effectivement ça vienne se répandre et que du coup il y a un retour sur les lois protectrices qu'on a en Europe, effectivement. Mais c'est difficile à envisager et c'est aussi tout à fait possible que ça foute tellement en l'air et que ça mette tellement le bazar dans leur réseau là-bas qu'ils décident de remettre en place la neutralité du net, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que les gros opérateurs auront bien distordu leur offre etc., les consommateurs mécontents finiront peut-être par râler et ils reviendront peut-être là-dessus aussi, quoi. Donc c'est... Juste avant de remercier Julien, deux petites remarques sur ta dernière question. Donc je ne l'ai pas encore annoncé, mais du coup je le fais maintenant. Le 25 mai, on aura une autre conférence invitée. Je demanderai après si celle-là vous a plu, mais comme j'ai déjà organisé l'autre, du coup j'en ai une deuxième dans tous les cas. Donc il sera assuré par Lionel Morel, qui est connu sur les réseaux également sous un pseudonyme qui s'appelle Calimac, qui est aussi un membre notamment de la Quadrature du Net et de la certain nombre d'autres institutions. Et il viendra sur donc exactement le sujet du RGPD. Donc là, il viendra sur un sujet qui est encore plus directement lié aux bases de données, même si c'est sur le volet juridique, donc quelque chose qui va tous vous impacter là professionnellement dans les années qui viennent, c'est-à-dire dès maintenant. Il se trouve que le 25 mai, c'est le jour, ça tombe très bien, un côté symbolique, ce sera le jour de la mise en application au niveau européen de cette loi. Donc le NET viendra vous parler de ce sujet. De la même façon, on fera une préparation de questions, donc ce sera l'occasion peut-être aussi justement de réamener des points sur cet aspect juridique. Alors il m'a demandé d'emblée de vous préciser que c'était pas à l'origine un expert de la propriété intellectuelle, pas forcément du droit des données, mais il s'y intéresse fortement en ce moment. Et autre petite parenthèse sur ce sujet, avant de lancer des procès à Google parce qu'il gère des données telles que vous ne le voudriez pas, je vous invite à aller lire les conditions générales d'utilisation des services que vous utilisez, qui font qu'en général vous autorisez tout à fait ces services à faire déjà énormément de choses. Et je fais la pub pour un site qui se réouvre là, qui retrouve un peu une seconde vie, qui s'appelle tosdr.org, ce qui en anglais se dit Term of Service Didn't Read, donc en français, condition générale, j'ai pas lu. Et donc il fait un travail de préanalyse et de notation avec des couleurs pour dire, bah voilà, ces sites-là sont plus ou moins respectueux des libertés individuelles, on va dire, au niveau de la gestion des données. Donc ils sont en train de lancer une campagne de crowdfunding, ils sont en train de renaître un peu, ça existe depuis une dizaine d'années, mais c'est un petit peu, un peu éteint. C'est assez intéressant comme initiative. Voilà pour cette dernière remarque. Merci de votre attention. On va remercier. Merci.